Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais peut-être faire un topo un peu plus terre à terre, même si vraiment c'est passionnant tout ce qu'on a pu entendre, pour parler de transplantation hépatique. Alors c'est vrai qu'on est dans cette thématique de l'éthique. Voici les mots qui sont en général retenus dès qu'on aborde ce sujet, en tout cas dans le champ de la médecine. Moi, je vais m'attacher au mot de bienfaisance parce que finalement, les médecins, le jour de leur thèse de doctorat, prêtent un serment. Alors, il est galvaudé, mais il est toujours intéressant de le lire, ce fameux serment d'Hippocrate. Et quand même, l'une de nos fonctions premières qui doit s'appuyer a priori sur un socle de compétences, c'est d'être bienfaisant pour les patients dont on s'occupe. Et dans des situations parfois compliquées comme celle de la transplantation et de la maladie alcoolique, d'être les meilleurs avocats de nos patients. Donc on ne pourra pas extraire toute notre réflexion de ce qui est quand même et ce qui demeure de l'ordre du colloque singulier lorsque un médecin ou une équipe est en charge d'un patient et a donc la responsabilité a priori de lui donner le maximum de chances possibles lorsqu'il est en situation de mortalité à court terme, parce que c'est bien de ça dont on va parler, il faut mettre des mots sur les choses. Alors je vais parler beaucoup de la maladie alcoolique, puis on fera une petite lutte de fuite sur le cancer du foie. Alors pourquoi le cancer du foie? Parce que ça devient la première cause de transplantation en France, que toute une série de maladies du foie, dont l'alcool, mais aussi les hépatites virales, arrivent au stade de cancer. Et je vais vraiment rebondir sur ce qu'a dit M. Dupéret. Les scores aujourd'hui nous laissent parfois un peu pantois, parce que vous allez voir qu'on laisse sur le carreau des gens qui nous mettent dans un inconfort éthique, clairement, quand on est obligé d'appliquer ces scores de façon stricte. On est dans un champ d'épidémiologie, c'est-à-dire que on pourrait à l'infini faire des soirées sur la promotion du don d'organes en transplantation hépatique et parler à l'infini de la cirrhose biliaire primitive, de la cirrhose auto-immune, et donc se cacher les yeux. La première cause est de très loin de maladie du foie en France, c'est la maladie alcoolique du foie. Et on a toute une série d'enquêtes et de travaux qui nous sont fournis d'ailleurs par les comités santé de la Communauté européenne, avec une analyse des différences entre les plus de 20 pays de la Communauté européenne. Quand on regarde ce qui se passe en termes de toxicité de l'alcool, c'est clairement le foie qui est la première cible. Et vous voyez, on a un chiffre là de 2010, c'est près de 5000 patients, 5000 personnes qui meurent chaque année de maladie du foie. Donc on pourrait imaginer, en étant provocant, qu'il faudrait transplanter 5000 personnes par an pour maladie alcoolique du foie, ce qui est une absurdité médicale, mais pourquoi pas. Le vrai problème, c'est celui-ci. C'est cet écart progressivement croissant dans l'offre et la demande. Finalement, si on regarde les 10 années écoulées, je crois que Mme Julien l'a rappelé tout à l'heure, chaque année, on fait de plus en plus de transplantations en France. Alors, je veux bien qu'on passe le temps à se plaindre, on n'est pas bon, c'est un scandale et tout. Chaque année, on fait de plus en plus de greffes en France. En transplantation hépatique, l'année dernière, on a franchi le cap des 1300. Donc quand vous regardez sur les 10 ans, enfin moi quand j'ai commencé, on faisait 700-800 transplantations hépatiques en France. On a quasiment doublé. Et malgré ça, on a de plus en plus de patients inscrits sur les attentes et de plus en plus de patients qui restent un petit peu sur le carreau. Parce que ce sont ces deux courbes, j'ai mis les deux cercles rouges. Donc là, c'était les chiffres fin 2014. 1280 greffes de foie, avec une augmentation régulière, mais assez lente, et puis cette explosion du nombre de receveurs potentiels. C'est donc vraiment quelque chose qui s'écarte de façon progressive et inexorable. On va bientôt être dans un quotient 3 receveurs potentiels pour un donneur. Et donc, que ce soit à l'échelon de la société, à l'échelon d'une agence ou à l'échelon d'une équipe, comment on va gérer ce différentiel? Soit on va se réfugier vers les scores, soit on va dire je vais, patient par patient, essayer de répondre à ce différentiel. Et consciemment ou inconsciemment, il va donc bien falloir choisir. Et les lignes d'accès au choix sont fondamentalement différentes. À Montpellier, on a recommencé la greffe en mars 89. Début des années 90, le patient idéal, en termes de classification, c'était le patient de Child B. Une cirrhose de gravité intermédiaire qu'on appelait à la maison et qui venait avec sa petite valise se faire transplanter, et c'est lui qui avait les meilleurs résultats. Et on échangeait tout à l'heure avec M. Dupéret. Aujourd'hui, il est de moins en moins rare de transplanter un patient qui est déjà depuis 15 jours ou 3 semaines en réanimation.
Donc vous imaginez bien d'ailleurs ce que va être le post-opératoire. Donc vous voyez que les choses ont avancé et qu'aujourd'hui quand même, ce qui guide globalement les équipes médicales, les choix qui ont été faits par l'agence, c'est de se placer dans une logique de pronostic à court et à moyen terme. On va proposer la transplantation hépatique, transplantation d'un organe vital aux patients qui en ont le plus besoin. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'explique aux malades, parce que sinon ils vont mourir de leur maladie. Une indication bien posée aujourd'hui, c'est une indication pour une maladie pour laquelle il n'y a pas d'autre alternative en termes de survie que la transplantation. Alors l'alcool, alors là aussi il faut y aller franco, si je puis dire. On a deux manières de présenter les chiffres. Alors soit on regarde le rapport de l'Agence de la biomédecine, on prend la ligne cirrhose alcoolique, et par exemple en 2014, ce sont ici les patients nouvellement inscrits pendant l'année, il y a eu 27% de patients nouvellement inscrits pour cirrhose alcoolique. Puis j'interroge les services de l'Agence de la biomédecine et je leur dis, pour chacune des indications primaires, donnez-moi l'indication secondaire. Quelqu'un qui a été inscrit pour cirrhose virale C, est-ce qu'en indication secondaire, il n'y a pas une consommation d'alcool? Ah ben oui, ça, si on regarde le virus et l'alcool, il y en a 35 de plus. Et puis si je vais regarder dans les cancers liés à une maladie alcoolique, plus de 300. Ça veut dire que la vérité, et il faut l'affronter comme telle, près d'un patient sur deux qui est inscrit sur liste d'attente de transplantation hépatique en France est ou a été un consommateur excessif d'alcool. Donc la maladie alcoolique du foie, elle est au cœur de la transplantation dans notre pays. Alors il faut qu'on débatte. Il faut donc qu'on débatte parce que, ça a été rappelé tout à l'heure, on est dans une époque intéressante à vivre, extrêmement critiquable. D'abord, on est dans une population qui veut des certitudes. Alors moi, docteur, il faut que vous me disiez ce qui va se passer dans les 6 prochains mois, mais jour après jour. Et puis comme vous êtes docteur, et puis on m'a dit sur TF1 que maintenant vous avez les gènes et tout, donc vous allez me dire exactement ce qui va se passer. Sauf que je ne suis pas mathématicien. On utilise les outils de la modélisation. On se berce d'ailleurs des outils de la modélisation. Les décideurs économiques nous demandent des outils de modélisation pour prévoir. La modélisation, les modèles de Markov, c'est que de la mathématique, appliquée à une science assez molle qu'est la médecine. Ce n'est pas une science dure. Et puis, troisièmement, et vraiment ça a été redit, je réinsiste, les comportements aujourd'hui au sens large sont vécus comme étant de moins en moins acceptables dans une société comme la nôtre, qui est une société, je vous le rappelle, sur le plan médical, de solidarité. Globalement, on cotise tous pour que tout le monde soit soigné de la même manière. Mais on voit bien ce petit poison qui nous vient d'ailleurs des pays anglo-saxons, jusqu'à quand je vais payer pour celui qui est sorti des clous. Sauf que je vous demande de faire un petit examen de conscience de 25 secondes. Ne sommes-nous jamais sortis des clous? Alcool, tabac, drogue, douces et dures, comportement sexuel à risque, ça a été rappelé, comportement alimentaire, conduite sur la route, etc., etc., etc. Alors, la vraie question qui est posée, si on fait de la clinique de staff de transplantation du lundi à Montpellier, les pathologues présente une maladie alcoolique, c'est un homme, il a 55 ans, on va charger la mule, il est divorcé, fumeur au RMI. On dirait presque un assisté. Et puis en face, regardez cette gentille patiente, elle a une cirrhose auto-immune. D'où vient cette cirrhose? Pas de son comportement. Elle a 42 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle est secrétaire médicale, évidemment. C'est injouable. C'est injouable sur... Puis alors, on va y aller encore plus. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, madame, l'hépatite alcoolique, la maladie, le concept même de la maladie auto-infligée. Il est totalement responsable de ça. Le point compliqué aujourd'hui, c'est que la gravité de sa maladie, si on décide d'aller jusqu'au bout d'un projet de transplantation, c'est qu'il va être transplanté, non pas simplement qu'il va être mis sur une liste d'attente, mais qu'il va être greffé rapidement. Et aujourd'hui, dans l'étude de Philippe Mathurin, on avait participé, et dans d'autres études qui sont actuellement en cours, ces patients sont tellement graves qu'ils sont assez rapidement, du fait des scores, priorisés sur la liste. Et face à ce patient, une maladie liée au virus de l'hépatite C post-transfusionnelle, la victime dont on a parlé, ça a conduit à la cirrhose, puis au cancer. CHC, c'est carcinome hépatocellulaire, c'est le cancer qui complique la cirrhose. C'est une victime, et aujourd'hui, les scores de cancer nous laissent un petit peu en difficulté. Il va attendre plus de 6 mois. Et donc, la vraie confrontation, c'est celle-là. Et les équipes médicales ne sont pas en dehors de ces
notions qui peuvent apparaître subjectives, mais qui sont simplement des notions de vraie vie, d'une empathie évidente ou pas vis-à-vis des patients. Alors, comment ça se passe? On commence toujours avec des éléments objectifs, et je vais vous faire un petit déroulé qui va arriver à quelque chose d'un peu absurde. Parfois, l'équipe va dire « nous décidons de ne pas vous proposer de transplantation ». Quand un patient, quelle que soit la maladie qu'il présente, a une indication théorique de transplantation hépatique, il va avoir d'abord ce qu'on appelle un bilan pré-greffe, c'est-à-dire un bilan de faisabilité. Est-il transplantable finalement? Alors on a des choses extrêmement confortables pour les docteurs. On va trouver une contre-indication, vous avez une insuffisance cardiaque grave. La fraction d'éjection est à 20%, si vous voulez, l'anesthésiste va nous dire que c'est injouable, lui greffer le foie. Malheureusement, on a trouvé un cancer pendant le bilan. Ce cancer, vous ne le connaissez pas, mais il devient en l'état une contre-indication à la greffe. Ou bien des éléments techniques, chirurgicaux, de thrombose, etc. Donc là, on est dans du classique. Et puis ensuite, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Vous avez une cirrhose alcoolique et vous risquez, excusez-moi pour la faute d'orthographe, de boire après la greffe. Le fameux qui a bu boira. Et donc ça, c'est difficile. Et puis bon, allons-y. Hein. Vous fumez, vous avez un risque accru de cancer. Je vous montrerai tout à l'heure, on a fait pas mal de travaux à Montpellier. Aujourd'hui, tabac plus médicaments immunosuppresseurs, c'est de la bombe à retardement. Hein. C'est rouler à 180 sur l'autoroute sous la pluie. Hein. Alors là, on a déjà des débats, mais bon, on peut avancer, puis après, on y va, quoi. Et ce dont je vous parle, c'est vrai. Vous pouvez me donner vos caractéristiques. Alors, pour l'adresse, ça ne va pas être possible. C'est le terrain de mon voisin sur lequel, maintenant, j'ai pu installer un mobil-home. C'est juste l'état actuel de la société. Et croyez-moi, nous, on habite dans le sud, moi, je suis à Montpellier, c'est quand même de plus en plus fréquent parce qu'il ne fait pas trop froid. Des gens qui n'ont plus les moyens. Donc, ils viennent dans un mobil-home. Le cannabis, bien sûr. Mais là, on a Yannick Noah qui est un bon défenseur. Et puis, alors, on rentre dans quelque chose. L'infirmière vous voit. Écoutez, monsieur, c'est vraiment embêtant, mais je connais quelqu'un qui connaît. Il paraît qu'il bat sa femme. Alors là, on prend la checklist de l'agence de la biomédecine. Et ça n'y est pas, Madame Julien. Et puis, à la fin de la fin, ça c'est l'interne en sortie de garde. J'en peux plus de ce type. Vraiment, sa tête ne me revient pas. On ne va quand même pas greffer ces points de suspension. Donc, vous voyez bien qu'on part d'éléments extrêmement solides, objectifs, médicaux, et que quand même, souvent, quand on va commencer à parler du malade alcoolique, on va se retrouver inondé par tous ces sentiments qu'il faut accepter, gérer. On a parlé de la confiance, etc. C'est vraiment pas simple. Donc, je pense que l'une des réponses à ça, c'est que d'abord, il faut présenter les résultats. Les équipes de transplantation ont un devoir aujourd'hui de transparence et de dire, finalement, vous greffez telle ou telle typologie de patient, ça donne quoi? Alors, on ne va évidemment pas détailler, volontairement, j'ai mis les courbes en petites, mais il se trouve que nous, mars 89, on a commencé avec mon patron, qui était le professeur Michel, qui, lui, n'arrivait pas à comprendre une seule seconde pourquoi l'alcoolique était différent des autres. Et je me souviens d'une fois, début 90, où on avait reçu une jeune femme qui avait une hépatite alcoolique aiguë gravissime. Et à l'époque, je peux vous dire qu'en 1990, il n'était pas question de greffer ces patients. On ne se posait même pas la question. Et il était monté le soir, parce qu'il aimait bien monter le soir vers 19h, ce qui était tard quand on était interne. Mais bon. Et il disait, montrez-moi les 2-3 malades un peu compliqués. Je lui avais évidemment montré cette patiente. Et il m'avait dit, donc évidemment, vous allez la faire greffer. Je dis, bah non, c'est juste impossible. Et il m'avait tapé sur l'épaule, il m'a dit, je vous souhaite de passer une bonne nuit, puisque vous venez de décider, sur je ne sais quels arguments, de laisser mourir cette malade. J'ai effectivement très mal dormi. Et c'est quand même quelque chose qui m'habite depuis le début. Donc, à un moment, si on décide de greffer ces patients, il faut faire des travaux scientifiques. Bah, c'est ici, alcool et non-alcool, les résultats sont les mêmes. On avait été ici très, très provoquant, même chez ceux qui rechutent. C'est parce qu'on voulait enfoncer le clou. 5 ans après la greffe, les résultats sont identiques. Et puis, parce qu'il faut être intellectuellement, ça c'est un des derniers papiers qu'on a fait, au-delà de 5 ans, chez ceux qui rechutent de façon importante, là, pour le coup, ça décroche. Donc, quand M. Dupéret parlait tout à l'heure de la reconstruction et du projet qu'il y a derrière, on va s'appuyer sur ça. C'est-à-dire qu'on est capable de gérer des choses aussi graves parfois que la rechute d'une maladie alcoolique. Attention, le prix sera payé cash au-delà de 5 ans après la greffe. Donc on doit avoir ça en tête. Et puis quand on regarde les cancers, et on est assez convaincu aujourd'hui que c'est devenu notre problème sur le suivi à long terme, force est de constater que c'est chez les malades alcooliques qu'on trouve le plus
fort taux de patients fumeurs et qui continuent à fumer après la greffe, près de 35% dans notre étude. Et tabac et immunosuppression, ça fait des chiffres tout à fait inquiétants de cancer à distance, sphère ORL, pneumo, etc. Donc, on doit d'abord disposer d'éléments cliniques, objectifs, scientifiques pour prendre notre décision et pour améliorer le suivi de ces patients. Alors, l'hépatie alcoolique, vous voyez bien qu'on en parle tous. Hein, les deux orateurs précédents en ont parlé parce que là, on va au bout. Alors, il y a eu une conférence de consensus en 2005 sur les indications de transplantation hépatique en France. Alors, juste peut-être pour celles ou ceux qui ne sont pas habitués, par définition, le jury d'une conférence de consensus n'est pas composé d'experts de la thématique. Ça, c'est très important. Ce n'est pas les transplanteurs entre eux, parce que non, c'est un biais majeur. Hein. Les transplanteurs éclairent le jury en faisant des conférences, comme celles qu'on est en train de faire toute la journée, puis à la fin, le jury se réunit en conclave et il essaie de prendre une décision. C'était le professeur Sicard, qui était le président du Comité national d'éthique, qui présidait ça. Et dans l'entourage, il y avait un philosophe célèbre, Jean-Luc Nancy, c'est de notoriété publique, il l'a écrit, il est greffé cardiaque. Il a écrit un bouquin que je vous conseille à toutes et tous, qui s'appelle L'Intrus, qui est vraiment quelque chose d'assez merveilleux à lire. Et voilà, il faisait partie de ce jury. Et quand on avait parlé d'hépatite alcoolique aiguë, parce que déjà ça commençait à poindre, il avait dit une chose extrêmement importante, en tout cas pour nous, un essai évaluant la transplantation précoce doit être recommandé. Ça veut dire qu'il avait bien fait la promotion de cette lecture. Détachez-vous de toute lecture subjective, comportementale, faite de la médecine, et démontrez si les résultats sont bons. Si vous démontrez que les résultats sont bons, vous serez relativement à l'aise pour promouvoir ça. Alors, l'équipe de Lille, clairement, aujourd'hui, a ouvert le champ. Voilà de quoi elle part, pour que vous compreniez bien. J'y passe 5 minutes. Chez quelqu'un qui a la forme la plus grave de l'hépatite alcoolique aiguë, le traitement aujourd'hui, on ne va pas faire de cours de médecine, c'est la cortisone. Au bout de 7 jours environ, on sait qui répond pas. Eh bien, quand vous regardez entre ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas, vous mettez ça dans un score, voilà ce qui se passe, c'est la courbe du bas chez ceux qui ne répondent pas. Globalement, à 6 mois, on est quasiment à 80% de mortalité. Donc ça, c'est la base. Donc on a un outil, alors ce n'est pas un outil fabuleux, hein, parce qu'il se trompe dans 20% des cas, donc c'est quand même pas d'une finesse extraordinaire, mais enfin quand même, vous avez une orientation pour identifier très très tôt dans l'histoire de la maladie des patients qui ont la forme la plus grave de cette maladie, qui ne répondent pas au seul traitement validé, et donc la seule porte de sortie, c'est la transplantation hépatique. Donc ça, c'est une bonne base de départ scientifique. L'étude dont vous avez parlé, madame, tout à l'heure, étude pilote sur une vingtaine de malades, prise dans la revue médicale clinique la plus prestigieuse au monde. Alors une étude pilote de 20 malades avec cas contrôle, si vous voulez, ça n'a rien à voir et ça n'a rien à faire dans le New England Journal of Medicine. C'est donc bien un choix politique des éditeurs qui ont été de dire elle est bien faite, elle est rétrospective, elle n'était même pas prospective. Mais elle dit des choses tellement importantes et elle ouvre un débat qui est tellement important que nous lui ouvrons le champ éditorial de cette revue prestigieuse. Et qu'est-ce que disait cette papier? C'était évident comme réponse. Chez les patients avec hépatite alcoolique aiguë qui sont transplantés, 78% de survie à 6 mois, 72 à 1 an. Chez ceux qui n'ont pas été transplantés, mais on retrouvait les chiffres, ça fait à peine 20% de survie. Donc c'était une manière de démontrer que si on identifiait les bons malades, on avait des résultats de la greffe qui étaient tout à fait satisfaisants. Et voilà où nous en sommes actuellement, et c'est ça qui est intéressant. La fameuse étude actuellement en cours dont a parlé M. Dupéret, au niveau national, on essaye aujourd'hui de définir quels seraient les bons candidats à la transplantation dans cette forme grave de la maladie alcoolique, et voilà ce qu'on utilise. Alors, on ne peut pas s'empêcher d'être rattrapé par les scores. On ne peut pas s'empêcher de mettre des points. Mais comme vous l'avez dit, si vous regardez dans les points, ce qui est très intéressant, c'est ça ici. C'est que ce soit par l'alcoologue, que ce soit par l'équipe, il y a quand même une place qui est laissée par l'évaluation subjective. Donc, on parlait tout à l'heure de relations de confiance. C'est sur ça qu'on a avancé. On ne va pas partir dans n'importe quoi. En d'autres termes, il y a 3 semaines, la police l'a ramassé sur la voie publique pour une ivresse totalement pathologique où il avait causé 3 accidents. Bon, on a une forme de responsabilité vis-à-vis de la société. Donc on a des éléments sur lesquels on peut se baser. Mais l'évaluation subjective, et
Philippe avait développé ce concept des cercles progressivement croissants. Ça commence aux gens qui sont au plus près du patient. Qui est le plus près du patient dans un hôpital, un patient grave hospitalisé? C'est les patients qui font la toilette. Ce n'est pas les docteurs, les personnes qui font la toilette. Et c'est les infirmières. Et c'est celui qui sert le repas. Et puis après, il y a les étudiants. Et puis après, il y a les chefs et le professeur. Donc en fait, est-ce qu'à un moment, non pas une personne qui aurait des convictions X ou Y, mais une équipe dans sa diversité qui dit, là, ça vaut le coup d'y aller. Alors bien sûr, il y a des biais dans tout ça. Le célibataire, clairement, est démuni par rapport à la personne qui arrive avec une famille qui fait le siège des docteurs et avec les photos des enfants sur la table de nuit. Il y a toute une scénographie, mais c'est le métier de tous les jours. Vous le savez, les soignants qui sont dans la salle, on sait bien que c'est ça. Le célibataire, donc c'est subjectif. Mais ça nous a tous forcés à dire, plutôt que de balayer d'un revers de main ces patients, ou plutôt que de foncer tête baissée pour faire du chiffre, on se force aujourd'hui à considérer ces patients comme des sujets, comme des individus, on enlève le reste, comme cela a été dit tout à l'heure, à un instant donné de leur parcours de vie, et à voir si oui ou non on peut leur proposer cette chance assez extraordinaire qu'est la greffe, qui est souvent la seule porte de sortie. Ce qui est difficile là-dedans, c'est quand on récuse. Et qu'à un moment, ceci n'a de sens que si vous récusez. Ceci tombe à l'eau si ce n'était que de la poudre aux yeux pour dire « ça va nous permettre de tous les greffer ». Donc il faut quand même soutenir. Je peux vous dire que le moment où on recule sont toujours des moments extraordinairement difficiles au niveau de l'équipe. Et on a eu la même chose à Montpellier qu'à Lyon. Des soignants au début qui disaient « je suis mal à l'aise parce qu'on greffe des alcooliques ». Les mêmes soignants 5-10 ans après qui vous disent « là on est bien sûr qu'on va le ou la laisser mourir ». Donc c'est assez extraordinaire que rencontrer les malades alcooliques, c'est ça qui fait évoluer. Si dans votre consultation, vous avez le malade alcoolique perdu au milieu des maladies auto-immunes et du virus post-transfusionnel, j'ai envie de dire, vous ne lui laissez même pas sa chance. Si vous le rencontrez en tant que tel, en tant qu'individu, c'est là qu'on pourra peut-être avancer. Alors, c'est fantastique, hein. Dans des journaux d'hépatologie, il y a exactement le thème dont vous êtes en train de parler aujourd'hui. Les considérations éthiques, et il y avait la notion de mérite, j'ai pris ces mots, c'était dans le texte de ces auteurs, qui sont des auteurs belges, qui ont beaucoup travaillé avec Philippe, le mérite à être traité, et donc on voit bien que c'est une question que se pose, mais eux, ils inversaient le paradigme, et ils disaient, ça voudrait donc dire qu'il y aurait des personnes qui seraient déchues du droit au traitement. Le problème n'est pas de le mériter, c'est le problème de dire à toi, ah non, toi, je te mets de côté parce que tu as une hépatie alcoolique aiguë. Donc vous voyez bien que vous êtes au cœur ici de la réflexion de cette journée, et que de mon point de vue, c'est vraiment comme ça qu'il faut poser la question, qui sommes-nous et quels droits nous avons pour deux principes, sans réflexion d'amont, enlever et ôter le concept de traitement à ces patients. Alors bien sûr, il y a la question sur les listes d'attente, il y a les compétitions entre les équipes, et il y a ce qui a été commencé à être suggéré tout à l'heure, si vous commencez à inonder les listes d'attente avec ces patients, qu'est-ce qui va se passer pour l'autre? C'est ça qui est difficile, c'est qu'on est dans les dominos. 1200, 1300, peut-être un jour 1400 transplantations hépatiques, ça ne répondra pas aux besoins. Dès que vous amenez une nouvelle indication, il y en a d'autres qui sortent. C'est un système clos. Il y a 5 ans, il y a eu le débat autour de la transplantation pour les patients porteurs du HIV. Parce que le traitement antirétroviral a fait de tels progrès qu'aujourd'hui, ces patients ne meurent plus du tout de leur maladie HIV. Par contre, s'ils ont contracté le virus de l'hépatite C ou le virus de l'hépatite V, ils vont mourir de leur cirrhose. Et donc, et là, c'était l'équipe de Paul Brousse qui avait été pilote sur ça, eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de débat sur la transplantation pour les patients avec le HIV. Mais c'est quand même une indication qui s'est rajoutée, qui était une contre-indication il y a 15 ans. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à gérer. Et puis, il y a ça quand même. Il y a ça, c'est-à-dire la société. Alors pourquoi le New England avait pris le papier de Philippe Mathurin? Parce que dans le comité éditorial, il y avait un Anglais, et que l'Anglais, il avait vécu ça. Et je ne sais pas si vous en souvenez, 2009, ça a déjà 6 ans, le jeune Gary Reinbach. Alors, on est dans le pays qui a comme principal journal d'opinion The Sun, donc c'est pour nous compliqué, quoi. Mais donc, on meurt en direct. On meurt en direct de façon un petit peu impudique. Et cette photo-là, ça passait à la télé. Et la population anglaise a quasiment suivi au jour le jour l'agonie de Gary Reinbach. Et les médecins transplanteurs anglais avaient dit, attendez, la transplantation hépatique pour maladie alcoolique du foie, c'est abstinent depuis 6 mois. Quand vous regardez le papier qu'a conçu cette règle, on a ce qu'on appelle des courbes OROC.
En termes de précision, c'est à peu près la pièce que vous lancez en l'air et qui retombe sur pile ou face. C'est nullissime en termes de coefficient de corrélation. Mais 6 mois, les docteurs, on adore 6 mois. Je ne sais pas pourquoi, c'est confortable 6 mois. Bon. Donc ça n'a aucune valeur scientifique. Ils l'ont laissé mourir. Je le dis volontairement de façon provocante. Ils l'ont laissé mourir, alors en plus en direct. Et ce monsieur que je connais au moins de nom, qui est un transplanteur hépatique canadien, alors lui, il a dit le lieu commun le plus hallucinant parce qu'il se trouve qu'en Ontario, il y a 2-3 ans, la même chose avec la femme du malade qui, elle, a porté plainte. Oui, mais vous comprenez, si un foie était donné à un patient qui l'endommage en continuant à boire, donc de principe, il va reboire, on parle de 2 décès au lieu d'1. Donc vous voyez que le chemin à parcourir est encore quand même assez long. Alors ça, c'est un problème. Pas ça, mais la manière dont on est. On est aujourd'hui quand même dans un entre-soi. De gens qui, de près ou de loin, sont intéressés par la thématique de la transplantation. Je n'ai pas souvenir que dans une émission de grande écoute ou dans un magazine sur une grande chaîne, il y a eu « Tiens, au fait, que pensez-vous de la transplantation pour épater la colique aiguë ?» expliqué comme je vous l'explique. Et je ne suis pas persuadé que sans background, ça se passerait bien. Souvenez-vous, époque pour les plus anciens, quand il y avait peu de chaînes de télévision, il y avait le SIDAction. Vous vous souvenez de ça ? Les 6 chaînes, il y avait 6 chaînes. Hein, bon. Les 6 chaînes de télé, le soir, faisaient le même programme. Les dons pour le VIH, c'était un peu là comme le Téléthon. Hein. Il y avait la roue qui tournait, on voyait les dons. Je crois que c'était Douste qui était ministre. Et évidemment, on ne montrait que des enfants qui avaient contracté le VIH, etc. Puis un jour, le mec d'Act Up, 23h en pleine émission, il se levait, il dit « il faut arrêter ce cirque, c'est quand même les PD et les tox contre le sida ». Et là, la roue, elle a tourné comme ça, et il n'y a plus jamais eu de SIDAction. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste une réalité. Donc on est quand même dans un entre-soi, on pourrait peut-être s'inspirer, je ne sais pas si c'est possible, quand il y a eu le donneur vivant en transplantation hépatique, qui est conceptuellement vraiment difficile, parce que parfois la vie du donneur est mise en danger, il y a eu 2 décès en France à ma connaissance, en tout cas publiés. Avant d'initier un programme de donneurs vivants, vous voyez, on était en 1989, il y a eu des enquêtes, ça a été sur la place publique, le New York Times, la société américaine s'est saisie de ce débat. Et donc ça, c'est une vraie culture anglo-saxonne positive. Et c'est comme ça qu'un programme donneur vivant avait pu naître à ce moment-là. J'ai parfois le rêve un peu fou qu'on pourrait aussi nous-mêmes se saisir de ce type de débat, parce que je suis quand même gêné par le fait qu'on soit encore dans cet entre-soi. Alors vous avez cité ce petit papier, madame, c'était l'éclairage éthique. On s'était amusé avec Jean-Louis Payen à regarder un petit peu, et en passant avec la théorie des champs. La vraie difficulté, c'est, y compris dans le colloque singulier, mais dans le champ particulier de la transplantation, le colloque singulier, il n'est pas simplement avec chaque malade, il est avec votre liste de patients sur liste d'attente. Et que donc il faut bien voir que dans la même consultation, vous allez voir tous les patients sur liste d'attente avec leur angoisse. Et donc tout de même, le patient dont je parlais tout à l'heure qui a ce cancer, peu importe la cause, qui a un cancer, et qui tous les 3 mois a son attente qui est rythmée par les scanners et les IRM, qui risque un jour de montrer une progression qui fait qu'il n'est plus éligible parce qu'il a des métastases, et que vous savez, vous regardez sa place sur les attentes, aujourd'hui c'est totalement transparent, il est encore 125e, il monte doucement, sûrement, mais doucement. Et puis qu'en même temps, vous avez pris la veille de transplanter un patient qui avait une hépatite à la colique aiguë, et vous savez que parce qu'il a un score de MEL à 32, il va être transplanté dans les 8 jours qui viennent. C'est ça aujourd'hui, me semble-t-il, sur lequel nous butons les équipes de greffe et ce qui nous met en difficulté. Pour finir, 2 choses. Le cancer du foie. Première indication de greffe de foie en France. On s'est inventé, aidé par les agences, une exigence de survie après transplantation hépatique d'au moins 50% à 5 ans. Si vous ne franchissez pas cet étiage-là, ça veut dire que votre indication n'est pas acceptable globalement par la société. Les Français ont bâti un score que nous utilisons aujourd'hui au quotidien. Et avec des critères très très simples, la taille des cancers, le taux du marqueur, etc., on est capable, c'est ce qui est marqué ici, ça a été validé, de prédire ceux qui ont le plus de chances de récidiver et donc qui seraient des mauvais candidats et tout. Ça fait donc, avec ce score, quand il est appliqué, la moitié des patients qui peuvent récidiver. Bon, pourquoi pas? Et quand vous regardez les survies à 5 ans, c'est 30% au lieu d'être 80%. Il faut bien voir ce que ça signifie. Vous avez 30% de patients atteints de cette maladie cancéreuse pour laquelle il n'y a pas d'autres ressources, 30%, à qui vous allez dire votre survie attendue par les modèles n'est pas suffisante pour qu'on vous propose la greffe. À l'échelon individuel,
C'est impossible. Et c'est pourtant ce qu'on fait au quotidien. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que l'alcool, il y a plein d'éléments quand même où cette contrainte donneur-receveur nous invite à faire des choix. Et parfois, ça fait quand même beaucoup d'insomnie. Ça a été dit, aujourd'hui, on est vraiment dans une médecine du tri qui n'est pas encore trop médico-économique en France, quoique, voire l'hépatite C, quoique. Aujourd'hui, nous trions les patients qui peuvent accéder au traitement de l'hépatite C, qui est un traitement qui guérit quasiment tous les patients. Et que donc, moi, en fait, je fais des questions, c'est pour la discussion de tout à l'heure. Qui soigner quand les ressources manquent? Alors ça, c'est plutôt une démarche pays du Sud. Qui faire attendre? C'est complètement notre sujet. Et puis, qu'est-ce qu'on utilise comme critère et comme principe et comme valeur? Je crois que vous avez utilisé ce terme tout à l'heure, pour classer les patients, de mon point de vue, pour leur faire accéder au traitement. Et puis je finis sur ça parce que c'est un petit peu mon viatique depuis que j'ai lu cette phrase de René Char. C'est quand même un petit peu le cœur du métier, me semble-t-il. On ne doit pas être dans un confort et s'abriter derrière des modélisations mathématiques. On doit faire le métier, la médecine est un art. Et puis ça, c'est pour tous ceux qui s'occupent des transplantés, et quand même ce qui nous rapporte après, c'est comment on vit quand on est une chimère. Et ça, croyez-moi, c'est un enjeu assez intéressant, ça peut en faire une journée entière. Merci.